Nous avons comme invité Daniel Abrecorn, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien prononcé. Avec un H, c'est alsacien d'origine. Origine alsacienne. C'est-à-dire français. Et de quelle région Du Bas-Rhin. Mais ce sont des origines lointaines puisque moi-même je ne parle pas alsacien et je n'ai jamais vraiment vécu en Alsace. Donc c'est des Alsaciens qui sont venus déracinés à Paris, en Normandie, etc. Mon grand-père est né à Rouen, vous voyez. D'accord. Mais le nom est nettement alsacien. Du Bas-Rhin. Voilà. Donc l'émission qu'on va faire aujourd'hui est une émission à tonalité littéraire. Oui. Et vous avez commis un livre chez DDM, Dominique Martin-Morin, qui a pour titre Du style de Léon Bloy. Alors j'espère que vous allez donner envie aux auditeurs d'acquérir votre livre, qui pourront trouver à la librairie française, entre autres. Oui, oui. Et chez tous les bons libraires, comme on dit, suivant la formule. Bien sûr, Bloy est connu aujourd'hui, même celui qui n'a pas vraiment même lu une œuvre complète de Bloy, il est passé à la postérité comme un polémiste. Oui, c'est vrai. Un peu comme Léon Daudet, comme d'autres grands polémistes de l'époque. C'est vrai. Est-ce que vous ne pourriez pas rectifier ce jugement, disons, un peu abrupt? Oui. Et schématique? Oui, un peu schématique et très insuffisant en ce qui me concerne, enfin, à mon avis. Bloy est bien plus qu'un polémiste. C'est un polémiste, certes, il s'est exprimé avec une hyper-violence dans la plupart des journaux de son époque, et beaucoup de feuilles, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Jusque là-dessus. Voilà. Le Chat Noir, etc. Enfin, toutes ces petites feuilles très, très croustillantes d'ailleurs, et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il n'y a plus du tout de liberté de presse aujourd'hui. Bon, à l'époque, il y avait je ne sais combien, rien qu'à Paris, des dizaines et des dizaines de petits journaux qui étaient plus ou moins éphémères. Donc Bloy était connu pour ça, et toujours connu pour ça, mais à travers cette... on l'appelait le rhinocéros, on l'appelait le fou, celui qui exagère, etc. Bon. Alors, on a gardé son côté de polémiste, mais on ne pourrait pas dire que ça occulte un aspect peut-être plus important, le visionnaire ou le prophète. Bien entendu. Ou le prophète. Bien entendu. D'abord, un fabuleux exégète de la Bible, alors, par exemple. Est-ce qu'il n'a pas été un précurseur, en quelque sorte, de Claudel? Oui, Claudel est un grand admirateur de Bloy. Hein. Oui, il le dit d'ailleurs. Oui, oui, oui. Il le dit. Alors, Bloy, contrairement à Claudel, est un autodidacte. Hein. C'est-à-dire que Bloy a fait très peu d'études. Il a quitté l'école à 16-17 ans. Il est monté à Paris, il s'est mis à travailler pour vivre, il faisait de l'enluminure. Hein. Il ne s'est pas mis à la littérature tout de suite, il peignait des enluminures dans les livres, pour des librairies catholiques surtout, il faisait des belles choses dans la dorure. Et puis tout d'un coup, il a rencontré, la grande rencontre de sa vie, c'est Barbey d'Aurevilly, évidemment, le grand... Lui aussi polémique, mais grand romancier catholique de l'époque, grand journaliste. Et légitimiste. Et catholique. Alors c'est là, à cette époque, que Bloy peu à peu s'est converti, devenu catholique, farouche d'ailleurs, de plus en plus farouche. Et il a ensuite rencontré, autre grande rencontre de sa vie, Huysmans, en 1884. Autre converti. Alors à cette époque-là, il n'était pas converti, Huysmans. Hein. C'est plutôt Bloy qui a converti Huysmans, qui a influencé. Alors Huysmans à l'époque appartenait au courant littéraire qu'on appelait le naturalisme. Exactement. Voilà. Et c'est à partir de son roman À rebours, 1884 ou 1885, justement à l'époque de la rencontre avec Bloy. Et Villiers de l'Isle-Adam aussi, puisque vous savez que j'ai fait la correspondance entre Bloy et l'Isle-Adam Huysmans. J'ai un ami qui a beaucoup travaillé sur Villiers, Alain Néry. Qui? Alain Néry. Non, je ne le connais pas. Il a fait une thèse sur... Il y a plusieurs thèses sur Villiers d'ailleurs. C'est un auteur très intéressant aussi. Oui. Et à redécouvrir. Oui, absolument. Ses romans, ses nouvelles, les contes cruels, tout ça. C'est très... Alors, d'après... on va revenir. Polémiste, oui. Oui. Alors, en quoi est-il
un prophète ou moins visionnaire? Alors, moi, je partirais. Ce livre s'appelle Du style de Léon Bloy. C'est-à-dire que, a priori, je n'attaque pas sous l'angle des idées, sous l'angle de la philosophie, de la mystique bloyenne, etc. Bon, qui est passionnante, mais je l'attaque plutôt par le style, par la littérature, par les mots, par le vocabulaire. Bon. Donc je vais parler un petit peu de ça, c'est-à-dire que il a un vocabulaire extraordinaire. D'ailleurs, dans ce livre, la moitié de ce livre est un glossaire des noms rares, des mots rares, hein, non pas des noms cités, mais des mots rares. Et j'ai catalogué dans toute son œuvre, que j'ai lu évidemment plusieurs fois, c'est-à-dire il y a 15 volumes au Mercure de France, son œuvre, sans compter la correspondance. Et à travers cette œuvre, j'ai dénombré environ 1200 mots rares, peu communs, absents des dictionnaires, néologismes, latinisme. Alors, il y a des mots qu'il a créés. Il y a des mots qu'il a créés, quelques-uns, mais c'est surtout des latinismes d'ailleurs, hein, parce que c'est un passionné de la langue latine. Des vieux mots français. Aussi. Alors c'est là qu'il rejoint d'ailleurs un Barbet d'Aurevilly, par exemple. Alors, il fréquentait les bibliothèques, comment a-t-il fait pour acquérir cette langue si riche et si colorée? Alors c'est un très gros travailleur. À l'époque, il n'y avait pas Internet, bien sûr, il n'y avait pas les commodités d'aujourd'hui. Il dévorait littéralement, il empruntait des livres, il a dévoré le Littré, le Boissière, enfin les grands dictionnaires de l'époque. Larousse, c'est un petit peu plus tard. Bon, mais le latin, il l'a appris tout seul. Alors, il l'a fait, il expliquait lui-même, il disait, la seule méthode vraiment efficace, c'est la méthode intensive. C'est-à-dire, vous précipitez sur Virgile, sur Horace, etc., vous apprenez 300 vers, vous apprenez la traduction, etc., etc. Voilà, il fonçait, il répétait des vers, il apprenait par cœur, voilà. Mais enfin, il avait 30 ans à l'époque. Hein. Il n'a jamais eu de cours proprement dit, par exemple de latin. Non, et il a travaillé vraiment tout seul. Il arrivait à lire. Ah oui, le latin, complètement. Mais c'est un latiniste très fort. Hein, oui, mais ça demande beaucoup plus que Huysmans, par exemple, il corrigeait Huysmans. Hein, ça demande une énergie hors du commun. Ah oui, ça c'était un. D'ailleurs, moi-même, oui, je donne encore des cours de latin. Oui. J'insiste d'abord sur le thème. Oui. Pourquoi? Parce que chaque langue. Plutôt que la version. Bien sûr. D'accord. Parce que chaque langue pense différemment. Bien sûr. L'ordre des mots. Oui. Et des fois, l'ordre des mots peut être bouleversé par la sonorité. Le latin est une langue chantante. Bon. Bien sûr. Mais il pense différemment que le français. Accentué. Accentué, je dis peut-être que les chantants. Mais il pense différemment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc le latin, possession complète, très très forte, il est très fort, c'est un latiniste très fort, et c'est pour ça que ça devient un exégète de la Bible étonnant. Il est capable de lire non seulement tous les grands textes latins de littérature, mais les textes sacrés. D'accord. Voilà. Mais il n'a pas appris le grec ou l'hébreu. Non, il n'a pas appris le grec, c'est dommage d'ailleurs, mais ni l'hébreu. Alors, je disais tout à l'heure, polémiste, je dis, bon, il fallait dépasser presque un cliché. Bien sûr, il a un ton polémiste, mais c'est l'époque. Voilà. On disait aussi un visionnaire ou un prophète. Alors, que diriez-vous Oui, je pense qu'il a une analyse de la Bible très originale, c'est un exégète de la Bible. Donc, à partir de là, la prophétie n'est pas loin. Par ailleurs, c'est le révélateur, c'est un des révélateurs de la Salette, prophétie encore, et il a écrit Celle qui pleure, il a écrit Celle qui pleure, c'est la Vierge, apparition de la Salette, l'histoire de Mélanie, ce sont des livres très importants. Voilà. Le symbolisme de l'apparition, par exemple. Ouais, mais alors, quel était ce rapport avec le clergé de l'époque? Voilà. Il n'était pas bon. Alors pour quelle raison? Alors, il était... Mais comme la Salette a été acceptée comme lieu de pèlerinage, oui, mais en occultant les visionnaires. Effectivement. Et d'autre part, aux dépens, en quelque sorte, de Lourdes. C'est-à-dire, Lourdes, c'était aucun problème. Lourdes a toujours été accepté. Enfin,
depuis les origines, peu après, a été accepté par le clergé officiel. La Salette, c'était beaucoup plus compliqué, hein, parce qu'en plus le message de la Salette se rapproche plutôt du message de Fatima, c'est-à-dire est très rude contre le clergé finalement. Hein. Voilà, il y a des révélations, et je pense qu'il se passe aujourd'hui étaient tout de même des choses prémonitoires à l'époque. Bien sûr. Hein, voilà. Le cloaque, vous savez, le fameux. Le clergé sur un cloaque, etc. Enfin, c'est la Vierge qui le dit, hein. C'est extraordinaire ça. Et Blois était très intéressé par ça. Donc quel était ce rapport avec l'Église instituée? Alors par exemple, si je prends le pape, alors à la fin de sa vie, le pape, pendant la guerre de 14, en 14, Blois meurt en 17, hein, mais il est très actif, il écrit son journal, etc. On trouve dans son journal des attaques en règle contre Benoît XV. Pour quelle raison? Alors, Benoît XV, à cause sa demande de la guerre, sa demande de paix simplement, en disant voilà, il faut... Oui, mais dans ce cas-là, il était sur la même ligne que le père Sartiange, qui disait que c'était le pape Bosch. Voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire, Blois reproche à Benoît XV de ne pas prendre parti et de considérer que tout le monde il est bon, tout le monde est gentil. Donc il faut faire l'appel, et les amis, c'est le côté busy, mais je vois très bien. Mais voilà. Benoît XV était le père de toutes les 6 nations, plus ou moins catholiques. Oui, c'est vrai. Donc il avait... est-ce que Blois n'est pas, disons, si on veut prendre les termes d'aujourd'hui, un nationaliste viscéral? Oui, certainement. En tout cas, français, plus que français, quoi. Bien sûr, et anti-Bosch, hein, ça, oui, c'est clair, hein, aussi. Oui, mais ça s'explique très bien. De l'époque aussi. De l'époque, de la guerre de 70. Parce que c'était un combattant, il ne faut pas oublier que Blois était un combattant de la guerre de 70. Mais justement, très courageux. J'évoque la guerre de 70. Voilà. Et il a écrit un livre sur la guerre de 70. Qui a été un traumatisme, il ne faut pas l'oublier. On peut penser par exemple à la réaction de Renan. Oui. Renan restant anti-religieux, tout ce que vous voulez, mais il appelle de ses voeux quoi? Une restauration monarchique, après la défaite de 70. Et à un retour aux valeurs fondamentales de la France. Oui. Et ça, c'est le résultat de la guerre de 70. C'est vrai. Bon. Et Blois a combattu dans l'armée de la Loire, plus ou moins franc-tireur, et il a combattu très courageusement. Pour ça, il se moquait, par exemple, de Huysmans, qui a écrit Sac au dos, ce livre où il ne combat pas, où il se trimballe de caserne en caserne. Voilà, alors que lui, il a rencontré les Uhlans, il a combattu, il a vu des horreurs, il a vu les horreurs de la guerre, quoi. Il les a vécues étant jeune. Voilà. Et nationaliste, monarchiste. Oui, bien sûr. Mépris de la République. Alors, quelle était sa position vis-à-vis du ralliement? Est-ce qu'il y a des analyses sur les conséquences? Alors, le ralliement, ça, c'est quand? Léon XIII. Oui, c'est quelle époque, ça? Juste avant. Juste avant la guerre de 14. Ouais. Je pense qu'il était contre le ralliement, certainement. Je n'ai pas le souvenir de texte, il a sûrement commenté ces choses-là, mais... je pense qu'il était contre le ralliement, mais Blois n'était pas, je le vois pas Action française, hein, il n'avait pas de rapport, il n'a pas connu Maurras par exemple, ils se sont croisés je crois une fois, mais il n'y a pas il n'y a pas de position très, très nette là-dessus. Je pense qu'il était nationaliste, il était pour l'Église traditionnelle. Alors, je pense que les dérives de Vatican II l'ont fait certainement retourner dans sa tombe, vous voyez. Bon, et là-dessus, Maritain, vous vouliez parler d'un peu de Maritain. Oui. Bon, eh bien Maritain, qui est son disciple, puisque c'est lui qui l'a converti. Il a converti sa femme également, et la sœur de sa femme. C'est ça. Qui était juive. Hein, bon. Il a connu certainement le dominicain, le père Clarissac. Ça, je ne sais pas. Qui était aussi certainement parce qu'il fréquentait le Cénacle de Meudon. Non, pas Blois. Il est allé à Meudon. Oui, il est allé à Meudon, mais pas à l'époque
l'époque où Maritain réunit ses amis, entre guillemets, à Meudon, Blois est mort depuis longtemps. C'est bien après. C'est bien après. C'est les années 30, je crois. Donc, alors, c'est là que Maritain est pour moi un étrange personnage. On sait qu'il a été converti par Blois, sa femme également, et la sœur de sa femme, qui était juive. Sa femme était juive. Bon, tout ça c'est très bien. Après, il y a l'histoire de Meudon, justement, dont vous parliez. Il s'établit à Meudon dans une maison, et là, qui est-ce qui réunit des gens alors, vous allez me dire quel est le lien entre tout ça. Mauriac, qui ça Maurice Sac. Gabriel Marcel aussi, il y avait. Ça, je me souviens pas, oui, peut-être. Il y avait des théologiens russes aussi qui allaient. Oui, c'est sûr. Lovski, déjà, oui, un peu l'ésotérisme et tout ça. Enfin, non, mais Lovski n'était pas du tout suspect de... D'accord. Non, mais je parle des écrivains français. Jouandeau, qui d'autre, Mauriac, dont j'ai dit, Cocteau, et pas mal de gens comme ça, dont le lien, étrangement, est l'homosexualité. Bon, c'est clair, marqué. Bon, c'est une raison plus de les lire aujourd'hui. Mais voilà, alors je pense que Blois aurait été un peu choqué par cette histoire. Il y a aussi le fameux Maurice Sac, que vous connaissez certainement. Bon, lui, il est non seulement, il est juif, mais ça, c'est pas de sa faute. Il est homosexuel. Mais en plus, pendant l'occupation, vous savez ce qu'il a fait. Il a dénoncé constamment les Juifs et il est mort d'une façon très étrange. Il a disparu à la Libération. Enfin, à la fin de l'Allemagne, il a disparu. Mais c'était un type qui a alimenté la Gestapo en bétail juif. C'est très clair. Bon. C'est complexe. C'était un juif lui-même et homosexuel notoire. Il a écrit ses mémoires, il a passé son temps à raconter les dessous de la vie parisienne et toutes ces histoires, non seulement à Parisienne, mais à Saint-Tropez. Oui, assez sordide. Alors ça, assez sordide comme personnage, et il était reçu à Meudon, etc. Alors il a dit lui-même, il a dit Maritain, il veut nous convertir, il croit qu'on aime Dieu, mais enfin, c'est lui qu'on aime, en fait. Voilà. C'est ce qu'a dit, je laisse la parole à ce... Bon, mais cette étrange attirance pour les homosexuels est un peu bizarre. Alors, d'autre part, je ne pense pas qu'il l'était lui-même d'ailleurs, mais bon, ça le regarde, encore une fois. Mais cette attention de vouloir absolument convertir spécialement des homosexuels, c'est une chose étrange, les réunir dans une espèce de chapelle à Meudon, bon, où il y avait une chapelle dans une pièce. Et qui célébrait, je n'en sais rien. Bien souvent, il y avait des dominicains qui venaient. Voilà, c'est ça. Bon, revenons à Blois. Mais pour finir avec ça, voilà, ça a débouché sur quoi? Ça a débouché, en ce qui concerne Maritain, sur Vatican II, dont il a été l'un des inspirateurs. Et alors, d'autre part, il était marié avec cette juive convertie, mais il ne pratiquait pas sa femme. Oui, mais tout ça est... Bon, voilà. Mais ça, c'est la petite histoire. Oui, c'est la petite histoire, et il y a eu des couples qui sont restés chastes toute leur vie, et certains ont même été élevés sur les autels. On peut penser à Éléazar de Sabran et Delphine. Oui, donc, mais c'est pas un péché de ne pas pratiquer sa femme. Bon, c'est pas forcément, vous voyez, mais en revanche, cathare. Bon, revenons. En revanche, Vatican II, c'est autre chose. Bon, revenons à Blois. Oui. Pour vous, quelles sont les œuvres majeures à lire tout de suite pour un béotien, quelqu'un qui ne connaît pas, il a vaguement entendu? Alors, il y a plusieurs aspects chez Blois. Il y a le côté l'historien. Bon, alors, l'historien, entre guillemets, parce que au sens de l'histoire moderne ou de l'histoire même ancienne, les gens vont dire c'est pas un historien, il pose pas les faits, il ne dit pas les forces en présence, les nombres, combien d'armées, combien de choses, il s'en fout de ça. Il écrit un livre sur Napoléon,
il va écrire l'âme de Napoléon. C'est Donc, ça. le titre est vraiment très... Ce qui l'intéresse, c'est la symbolique dans l'histoire, en fait. Ce qui va l'intéresser chez Napoléon, c'est de dire, par exemple, et c'est assez merveilleux comme symbolisme, il a dit Napoléon est né dans une île, il a été battu par une île, l'Angleterre, ici on est en Corse, donc c'était l'île de naissance. Il a été battu par une île, l'Angleterre, et il est mort dans une île. Hein. Donc il y a une symbolique très passionnante, c'est ça. Alors il cherche dans Napoléon, qu'il admire énormément, hein. C'est étrange d'ailleurs. Comme Balzac d'ailleurs. Oui, c'est... Ou comme Stendhal aussi d'ailleurs. Alors est-ce que c'est pas par ce goût de l'énergie? Oui, sûrement. Ce qui a fasciné chez Napoléon. Ce qui est fascinant chez Balzac, Oui. au départ il est bonapartiste. Ouais. Il devient légitimiste comme il n'y a plus d'hélice sur le trône. Oui, bien sûr. Voilà. Alors que la plupart des légitimistes avaient le culte de quoi? Des cimetières. Et lui, c'est le culte de l'énergie chez Balzac. Oui, complètement. Alors, et est-ce que Blois, c'est pareil, voilà, je pense, parce que ce qu'il admirait chez Napoléon, c'est sa puissance, le fait de mettre à genoux tous les légitimes, justement, enfin les cours entières de l'Europe, il les a mis à genoux. Et ça, Blois était admiratif là-dessus. Et on peut dire historien dans le sens qu'il met en relief, où il fait bien sentir la mentalité d'une époque. Oui, et c'est peut-être ce qui le rapproche aussi de Balzac. Oui, on pourrait dire que Balzac est l'historien mais de tous les strates d'une société. Mais c'est aussi une grande différence parce que Blois s'intéresse beaucoup moins à la société. Hein, il s'intéresse aux esprits individuels, aux grandes figures, des choses comme ça. Ou alors, peut-être quand il parle de Byzance, pour lui c'est une grande civilisation. Voilà. Bon. Mais c'est la grandeur qui l'intéresse, c'est la puissance et la grandeur. C'est pas les dessous de la société. Balzac qui a un côté tout de même un petit peu sociologue déjà. Oui, vous voyez, derrière le rideau. Ce qui est derrière le rideau. Qui tire les ficelles, le vautrin, etc. Les choses comme ça. Bon, Blois beaucoup moins. C'est des grandes figures. Il est passionné par la puissance, comme vous le disiez. Mais le style de... On va revenir tout à l'heure au style, c'est la fin de l'émission. D'accord. Quel autre livre que vous conseillez? Alors, moi je conseillerais par exemple La femme pauvre, alors les romans, essentiellement La femme pauvre et Le désespéré, hein, qui sont des grands romans, mais qui ne sont pas des romans en même temps, parce que finalement, Blois n'est rien, Blois n'est pas un historien, Blois n'est pas un romancier, Blois, on l'a vu, est un polémiste, mais bon, ça se discute aussi. Mais tout ça, si vous voulez, un roman comme Le désespéré, on dira, chez un romancier comme Balzac ou Stendhal, on dira oui, c'est mal foutu par rapport à ces grands romanciers classiques, c'est mal foutu, c'est des choses rapportées, des chapitres ajoutés, vous voyez. Et en fait, Blois, ce sont des pages et des morceaux de bravure exceptionnels. C'est ça la chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire un roman, vous allez lire une succession, c'est presque un recueil de poèmes pour moi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une page, un paragraphe qui déménage complètement, qui sont extraordinaires. Marguerite Yourcenar disait que les dernières pages de la femme pauvre étaient le plus grand morceau de la littérature française. Vous voyez, Marguerite Yourcenar, c'est pas n'importe qui. Bon. Donc, voilà. Pour vous, Blois est un poète en prose. Voilà, exactement. C'est un poète. Et la poésie en prose qu'on oublie généralement, parce que la définition de la poésie, c'est des vers. C'est une définition idiote. Moi, je suis en train d'écrire. Oui. Mais il a écrit, par exemple, imaginons en italien ou en espagnol, c'était superbe. Oui, mais il écrit en français, c'est super. Mais le français n'est pas aussi chantant que ces langues. Il a réussi. Ou en provençal. Regardez par exemple Mistral. Oui, bien sûr. C'est un grand poète, Mistral. Oui. Je l'estime beaucoup. Mais alors revenons à votre livre. Oui. Parce que là, justement le style est très intéressant. Là, je vais vous prouver qu'il y a de la prose très poétique. Ce qui est très intéressant, à la fin de votre livre, dernière partie, c'est le glossaire. Oui. Qui peut être fort utile pour quelqu'un qui aborde
Oui, qui aborde Blois et qui n'a pas envie de chercher dans un dictionnaire toutes les 5 pages. Hein. Voilà. Ça c'est très utile. C'est un manuel qu'on peut poser à côté quand on lit n'importe quel texte de Blois. Voilà. Alors, est-ce que je peux lire un petit extrait, quelques échantillons pour illustrer nos propos. On approche de la fin. Alors, c'est un grand portraitiste, par exemple. Et là, il est bien supérieur à Balzac, à mon avis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver c'est plein d'exemples, ce livre. Mais alors, d'abord, c'est aussi quelqu'un qui fait des aphorismes extraordinaires. Il épingle les gens. Oui, par exemple, il va dire de Paul Bourget, par principe, il ne parlait jamais immédiatement de rien, et rarement ensuite se décidait-il à parler avec netteté de quoi que ce fût. Il gazouillait des conjectures et s'en tenait là, abandonnant la grossièreté de l'affirmation aux esprits sans délicatesse. Vous voyez, et c'est de l'humour. C'est énorme, une dimension très importante chez Blois, c'est l'humour. L'humour froid, l'humour vraiment qui plaque l'ennemi au sol, mais qui est extraordinaire. Il est permis, alors un aphorisme, il est permis de se demander, et même de demander aux autres, pourquoi un homme qui a vécu comme un cochon a le désir de ne pas mourir comme un chien. Vous voyez, on est en plein dans l'euthanasie, là. Enfin, c'est très contemporain, ça. Et alors, je voudrais vous lire un petit portrait, parce que c'est un portraitiste éblouissant, et les yeux en particulier, il décrit les yeux d'une façon remarquable. Voilà, par exemple. Il y avait sur tous les yeux des yeux immenses. Il parle d'une héroïne. Des yeux immenses, illimités, dont personne n'avait jamais pu faire le tour. Bleus, sans doute, comme il convenait, mais d'un bleu occulte, extraterrestre, que la convoitise au télescope d'écaille avait absurdement réputé gris clair. Or, c'était toute une palette de ciel inconnu, même en Occident, et jusque sous les pattes glacées de l'ours polaire, où du moins ne sévit pas l'ignoble intensité d'azur perruquier des ciels d'Orient. Suivant les différents états de son âme, les yeux de l'incroyable fille, pourtant quelquefois d'une sorte de bleu consterné d'iris latescent, éclataient une minute du cobalt pur des illusions généreuses, s'injectaient passionnément d'écarlate, de rouge de cuivre, de point d'or, passait ensuite au résada de l'espérance pour s'atténuer aussitôt dans une résignation de gris lavande et s'éteindre enfin, tout de bon, dans l'ardoise de la sécurité. Alors là, si c'est pas un poète, vous voyez, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ce sont les yeux d'une héroïne de la femme pauvre. C'est prodigieux, quoi. Et ça, il y en a des pages et des pages. Alors c'est un aphorisme, c'est un vocabulaire éblouissant, d'une richesse incroyable, c'est un portraitiste, c'est un descriptif des sentiments, il a une faculté merveilleuse de concrétiser l'idéal, de concrétiser les sentiments, par exemple, de matérialiser l'amour, la haine, les choses, voilà, mais il trouve des comparaisons et des métaphores fabuleuses, quoi, voilà. Mais on ne peut pas en lire, il faut venir à ce livre qui est plein, qui est bourré d'extraits, en fait, voilà. Oui, et je pense qu'il est important à posséder pour éviter d'avoir le recours au dictionnaire. Oui, déjà. Donc je rappelle le titre du livre, Du style de Léon Blois, chez DDM, de Daniel Abercon, et vous le trouverez facilement à la librairie française. Oui. Et sans doute on refera par la suite une autre émission sur le... Très volontiers. Et même pourquoi pas sur Baudelaire. Ah oui, oui. Parce que je pense qu'il y a des points communs. Ah oui, bien sûr. Mais Blois était un grand admirateur de Baudelaire. Mais ça m'étonne pas, bien sûr. Et donc, mais Blois a découvert Lautréamont, par exemple, ce qu'on ne sait pas. C'est lui qui a découvert Lautréamont, bien avant les surréalistes. et les surréalistes n'ont jamais parlé de Blois, sinon en disant que c'était un affreux catholique. Mais Blois est encore lu aujourd'hui. Oui, alors Blois a eu son centenaire il y a quelques mois.
On s'est réunis, enfin moi j'étais invité au Collège de France, de plusieurs endroits, et il y a eu du monde, il y avait du monde international même, parce que Blois est très lu en Allemagne, très lu en Amérique du Sud, et traduit, et on ne se rend pas compte. Alors c'est pas le best-seller malheureusement, mais ça revient. Blois est une valeur sûre qui continue d'être lue, d'être éditée assez régulièrement, et ça c'est très très rassurant, quoi. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur l'actualité bloyenne. Écoutez, je pense qu'on va se retrouver autour de ce même micro dans quelques temps. Très volontiers. Continuer à parler de Blois, de Barbey, entre autres, voilà. Et de Baudelaire. Pourquoi pas. Et de Baudelaire. Très volontiers. Et surtout, il faudrait, mais je ne sais pas si on arrivera, donner envie à nos auditeurs de lire et de relire Blois, par exemple, et les auteurs qu'on a signalés. Mais ça, vous savez, moi je viens de finir une anthologie de la poésie française, anthologie critique et subjective, et que je décline un peu dans une émission actuellement, mais qui n'est pas encore publiée. Et là, c'est un très très gros travail de dizaines d'années, donc on pourra parler de tas d'auteurs que j'adore. Et ceux que j'aime pas non plus aussi. Voilà. Ça, c'est les goûts un peu subjectifs. Ah oui, complètement subjectif. Moi, je suis subjectif ou je ne suis rien. Je suis un peu comme Blois. Oui, mais il y a une beauté littéraire objective. Vous voyez, par exemple, un classique, un homme du XVIIe, devant un texte ancien, qu'est-ce qu'il dira? Cela est beau. Il reconnaît un transcendantal. Oui. Le romantique dira « cela me plaît ». Il y a un monde entre les deux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, sur cette bonne parole... Je dirais plutôt « cela me plaît » ou « ne me plaît moins ». Voilà. Qu'il soit classique ou romantique. Mais une différence... Ou médiéval, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les troubadours et les trouvères. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Merci, frère.